peut-être construit. Vous y avez tous vos souvenirs. Mais surtout, elle est à votre goût. Et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo immobilière. Aujourd'hui je vais te parler du crowdfunding immobilier et que penser du crowdfunding immobilier. Est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, est-ce que c'est risqué, pas risqué, comment ça marche? Juste avant qu'on voit tout ça, tu peux télécharger gratuitement la version numérique de mon livre. Pour ça tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Clique sur le bouton pour agrandir la description et tu as un lien, tu mets ton nom, ton email et je t'envoie le livre gratuitement sur ton email. Ok, alors le crowdfunding immobilier, comment ça marche? Déjà, ce qu'il faut savoir, je vais te noter tout ça, c'est qu'une opération de promotion classique, donc vraiment de construction, comment ça fonctionne? En gros, le promoteur va devoir donner 20% de fonds propres. Donc là, c'est vraiment son argent, c'est de l'apport finalement. Là, il va y avoir 50% de l'opération qui va être financée par ce qu'on appelle les précommandes. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont acheter. C'est-à-dire, là, on parle de promotion immobilière et on parle de vente sur plan, donc VFA, etc., ou VIR éventuellement. Donc, les gens achètent sur plan et la banque va financer 30%. Banque. Ça, c'est ce qui se passe de façon classique. Alors, tu comprends que là, on parle d'opérations de millions d'euros, voire même de plusieurs millions d'euros le plus souvent. On est sur des sommes qui sont à 2, 3, 5, 10 millions. Ça va très vite en construction parce que y a le coût du terrain, toutes les normes, etc. Donc, les 20% ici, la part du promoteur qui va devoir apporter en fonds propres, donc en apport, comme quand toi et moi on fait un apport, c'est rapidement très important. Donc, il y a eu des gens qui se sont demandé, attends, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte de pouvoir faire plus d'opérations, plutôt que d'apporter 20% à chaque fois qu'on apporte moins. Du coup, on peut faire plus d'opérations, parce que les précommandes, on les aura toujours si on travaille bien, et la banque, elle nous suivra toujours. Donc, en fait, le problème pour les promoteurs, c'est ça, c'est ces 20% d'apport. Donc, ils ont dit, mais attends, comment on peut faire pour trouver mieux? Donc, le crowdfunding, c'est monter. Et comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'ils vont faire appel à toi, à moi, à n'importe qui, à des investisseurs qui ne sont pas professionnels, à des particuliers, pour leur donner une partie de cet apport. Et ils ont le droit de demander la moitié de cet apport en fonds quasi propres, c'est-à-dire la moitié des apports du promoteur dans l'opération peut être apportée par d'autres gens, par toi, par moi. Et c'est là que le crowdfunding vient chercher sa source et c'est là-dessus que les promoteurs vont venir chercher de l'argent. Alors comment ça fonctionne concrètement au niveau du montage? C'est très simple. En haut, tu as le promoteur. Donc là, le promoteur, soit il a toujours existé, il a pignon sur rue, il y a des très grosses sociétés et des plus petites, ou soit c'est plutôt un débutant. Donc ça, on verra après à quoi faire attention. Ce qu'il va faire, ce promoteur, c'est qu'il va monter une société holding. Tu as sûrement déjà entendu le terme. Alors, il y a plusieurs sortes de holding. Il y a des holdings plutôt patrimoniales et holdings qui sont plutôt destinés à faire des montages justement en groupe, à plusieurs. Et c'est ce type de holding qui va être monté. Une holding, globalement, c'est quoi? Donc, on peut dire, tu peux entendre les deux, on dit un holding normalement, mais on peut dire aussi une holding vu qu'on parle d'une société, donc une société holding. Donc, les deux sont justes. Une holding, comment ça fonctionne finalement? Un peu comme une société classique, il y a des associés. Sauf que dans le cadre de la holding, il peut y avoir plus d'associés qui sortent à un certain moment, mais la société continue quand même, etc. Si tu veux, c'est un petit peu plus normé, c'est un petit peu plus, il y a des contrats, etc., des pactes d'actionnaires. C'est vraiment très carré au niveau de qu'est-ce qui se passe quand tu arrives, combien tu donnes, combien tu as à la sortie, etc. Sans rentrer dans les détails, ça c'est une holding. Donc il peut y avoir plein d'associés, toi, moi, n'importe qui, Tata Rachel, il peut y avoir des centaines d'associés à cet endroit-là. La holding, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre des obligations. Comme tu as déjà sûrement entendu le terme en bourse,
ou des obligations d'État, etc. Des obligations, c'est quoi? C'est tout simplement un titre de prêt. C'est-à-dire que la holding va dire, voilà, j'émets des obligations et toi, moi, Tata Rachel, on achète ces obligations. C'est-à-dire on dit, voilà, je donne 1000 euros, en échange j'ai des obligations pour une valeur de 1000 euros et ça va m'ouvrir le droit à deux choses. La première chose, un taux d'intérêt, parce que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, en fait là tu te transformes en banque finalement. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un te donne des intérêts, donc tu vas recevoir des intérêts. Alors souvent c'est de façon trimestrielle, mais ça peut être au mois, ça peut être à l'année. Et à la fin, parce que ce n'est pas fini, on a juste fait une société holding, après en dessous il va y avoir une autre société, ça va être la société de construction. Donc en fait, la holding va avoir un certain nombre de parts dans la société de construction et va la driver, va en être président, etc. Donc elle a son mot à dire dans la société de construction et elle, la société de construction, voilà, c'est elle qui construit les immeubles. Voilà. En échange, donc on a dit que tu avais des obligations, donc tu as des intérêts, par exemple, on va te dire que tu as 8% d'intérêt sur la somme que tu as donnée. Et à la fin, quand on a construit, grâce aux ventes, alors on aura des précommandes, mais on a aussi des ventes qui vont se passer après, et grâce aux ventes, une fois que l'opération, on dit que l'opération est débouclée, l'opération est terminée, on va te rendre ce que tu avais payé au départ. Voilà comment ça fonctionne. C'est finalement assez simple. Il faut savoir que ce genre d'opération, en gros, tu deviens un financeur, tu deviens un prêteur, tu deviens un obligataire d'une société de promotion. Typiquement, c'est ça. En échange, on va te donner des intérêts, je te l'ai dit, on va te donner à la fin un remboursement, ça je te l'ai dit. Mais ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est que l'horizon d'investissement est court. Ce n'est pas comme quand on va faire de l'immobilier physique, comme on fait toi, moi. C'est un horizon d'investissement court. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de voir, tout ce projet finalement, va durer, ça dépend bien sûr des opérations, mais ça va être du 12, du 18 et maximum du 36 mois, donc 3 ans. Donc on est sur un investissement court, c'est-à-dire que tu vas investir, tu vas toucher un taux d'intérêt et à la fin on va te rembourser. Ce n'est pas un investissement déjà patrimonial comme ce qu'on fait nous. Donc déjà, première chose à savoir. Donc c'est plutôt, si tu veux, pour moi déjà, une stratégie de diversification, c'est-à-dire que tu ne vas pas mettre tout ton argent là-dedans. Parce que déjà, si tu mets tout au même endroit, ça va être risqué. On va voir pourquoi après. Et puis, à coût de 1000 euros par-ci, 5000 euros par-là, 10 000 euros par-là, sur des horizons très courts, oui, tu vas toucher des intérêts qui vont faire grossir ton patrimoine, mais tu ne vas pas profiter de tout. C'est-à-dire que, à la rigueur, tu peux profiter d'intérêts qu'on pourrait apparenter un peu à du cash flow qu'on pourrait avoir si jamais on achetait nous-mêmes, mais tu ne profites pas du deuxième effet qui se coule de l'investissement immobilier, qui est que ton locataire paye, tu rembourses du capital sur ton emprunt, et si tu dois moins à la banque et que ton bien se rembourse, à la fin, quand tu vas le vendre, tu vas aussi, tu as ce deuxième effet qui se coule, tu as cette deuxième manne, cette deuxième somme d'argent qui va tomber. Donc ça tombe pendant et ça tombe aussi à la fin. Là, ça tombe aussi pendant mais à la fin, mais sur beaucoup moins et sur beaucoup moins long. Donc tu comprends que le levier, le bras de levier, la force de l'investissement est quand même moins importante. Ce qu'il faut aussi savoir, alors après, tu peux me dire, ok, moi ça m'intéresse, investir des petites sommes là-dessus. Je pense qu'en effet, ça peut être une bonne stratégie de diversification d'investir des petites sommes, sans aller mettre des 30 000, des 40 000, des 50 000 euros, parce que ce genre d'apport, il vaut mieux le garder pour nos opérations à nous. Mais dans un deuxième temps, tu as fait plusieurs opérations, par exemple, tu as 3, 4, 5 lots, ou tu as 1 ou 2 immeubles, ça peut être une bonne idée de se diversifier, de placer son cash sur ce type de support, comme sur d'autres types de supports de toute façon. C'est toujours une bonne idée de se diversifier un maximum. Vu que l'horizon d'investissement est assez court, en effet, ton argent n'est pas bloqué très longtemps, mais il faut que tu saches que ton argent est bloqué. C'est-à-dire que tu vas donner 1000, 2000, 5000 euros et ça va être bloqué sur le temps de l'opération. Alors ce temps, il est défini au départ. On va te dire, voilà, nous notre opération, c'est 16 mois, c'est 12 mois, c'est 36 mois au maximum. Et voilà, on va dire, le ticket d'entrée, c'est minimum 1000 euros, des fois c'est 2000, des fois c'est 5000. Donc ça, c'est défini au départ, c'est gravé dans le marbre, tu ne pourras pas récupérer ton argent en avance, à part la petite partie d'intérêt. Il faut savoir que la petite partie d'intérêt, vu que
tu aides quand même le promoteur à faire plus d'opérations, on l'a vu, à aller plus vite, eh bien, il est assez généreux, entre guillemets, avec toi. Alors, assez généreux pour le commun des mortels, c'est bien sûr intéressant puisqu'on est bien au-dessus du livret A. Hein. Ça va être les taux à peu près sur ce genre d'opération, ça va être du 6, mais plutôt du 8 en général, voire du 10, voire même du 12 éventuellement sur des opérations exceptionnelles. Donc en effet, pour le commun des mortels, ce sont des bons taux d'intérêt. Pour un investisseur rentable qui fait ça lui-même, ça reste de bons taux d'intérêt, mais ce n'est pas non plus le Pérou. Donc tu vois, bon, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Mais attention en tout cas à cette notion d'une partie de ton pécule qui est bloquée. Donc attention aussi à ton année d'esprit tranquille, etc. Si toi, pendant ce temps-là, dans ton immobilier, tu as des points de blocage, tu vois, tu as besoin de trésorerie pour faire des travaux, tu as une vacance locative, ça peut te bloquer. Donc attention à bien garder de l'argent de côté. Ce qu'il faut que tu vérifies aussi, avant de faire confiance à un promoteur dans ce type de situation, dans ce type de financement, c'est qu'on va te donner, tu vas voir, le plus souvent, il y a un dossier de présentation qui présente le projet, et puis tu prends là ta décision d'investir ou pas. Le dossier de présentation, bien sûr, est toujours bien ficelé, il est joli, etc. Il faut essayer de creuser un peu plus loin. Essayer de savoir déjà le promoteur, son ancienneté. Est-ce que c'est un promoteur qui est tout neuf ou c'est un promoteur qui a pignon sur rue, qui est ancien? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des risques. C'est-à-dire que je t'ai parlé de la pré-commercialisation. Donc la pré-commercialisation, c'est un pourcentage, souvent aux alentours de 50, que les banques disent, ou les banques obligent le promoteur à dire, voilà, tant qu'on n'a pas ce pourcentage de précommande, on ne fait rien. Quoi qu'il arrive, il ne se passera rien. Et une fois qu'on l'a, on commence à vous prêter. Donc le pourcentage de précommande, il est nécessaire, mais ça peut fluctuer. On peut avoir assez de précommandes pour lancer le projet, et puis après, il y a des gens qui changent d'avis, qui se dédisent, etc. Et ça va faire baisser les précommandes. Donc, finalement, schématiquement, toi, investisseur qui veut investir dans ce genre de projet, il faut que tu sois attentif au nombre de précommandes qu'il y a. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on a déjà un gros pourcentage? Est-ce qu'on est déjà à 80 ou 90% de précommandes? Donc à ce moment-là, c'est plutôt safe, tu vois, il n'y en a plus beaucoup à vendre. Donc on sait que la date qu'on nous a donnée pour la sortie, elle risque d'être respectée. Parce que le risque, c'est ça. C'est qu'on t'ait dit, tu récupères ton argent dans 36 mois, mais dans 36 mois, tout n'est pas vendu. Et si tout n'est pas vendu, c'est bloqué, malheureusement. Donc il faut faire attention à ça. Par contre, d'un autre côté, il y a certains projets qui sont vendus en bloc. C'est-à-dire que c'est la même personne qui va acheter tout le projet. Alors c'est la même personne, je te rassure, ce n'est pas un investisseur qui achète tout. C'est en général les projets qui sont vendus aux organismes sociaux, aux HLM, etc. Ils arrivent, hop, ils prennent tout l'immeuble neuf directement. Donc ça, si tu vois que tout est vendu à un organisme, enfin tout est pré-vendu à un organisme social, ça c'est un très gros point qui fait que l'opération est plutôt hyper safe. Donc vérifie bien le pourcentage de commercialisation et vérifie bien l'expérience du promoteur parce qu'il y a des risques constructifs. C'est-à-dire comment est-ce que le promoteur va suivre la construction, comment est-ce qu'il va gérer les pépins, parce qu'on sait que sur un chantier il y a toujours des pépins, on sait que sur un chantier il y a toujours des retards, surtout dans le neuf où il va y avoir beaucoup d'entreprises qui interviennent et où il va y avoir beaucoup de possibilités qu'il y ait des pépins. Donc n'oublie pas que tu n'as pas de prise sur le projet. C'est pas comme quand tu vas faire des travaux toi-même, tu as acheté un appartement, etc. Si ça traîne, au pire tu y vas, tu prends un pot de peinture et tu peins. Là, tu n'as aucune prise. Si ça traîne, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Donc c'est plus risqué à ce niveau-là. D'un autre côté, bien souvent, le ticket d'entrée minimum est faible. On va te demander, voilà, ça va être du 1000 €. En général, ça va être du 1000 €, du 2000 €. Donc en effet, il n'y a pas besoin de mettre des grosses sommes pour pouvoir en profiter. Et 1000 € à 8%, à 10%, c'est déjà ça de prix. C'est pas fou, mais c'est déjà ça de prix. Et si ton argent reste bloqué pas très longtemps, voilà, c'est toujours mieux placé que sur un livret en attente à la banque. Ça, c'est clair. Mais attention à tout ce qu'on a dit avant. C'est assez court, c'est assez liquide, mais ce n'est pas non plus 100% liquide. Et le dernier point, c'est qu'il y a des plateformes de crowdfunding qui gèrent tous les projets, qui les regroupent et qui font l'intermédiaire entre toi et les promoteurs, parce que ce n'est pas toi direct qui va traiter avec le promoteur va passer par une plateforme, par un intermédiaire. Cet intermédiaire-là, il faut bien vérifier qu'il soit bien déclaré à l'AMF, etc. Ça marche un petit peu comme un broker en bourse. Cet intermédiaire, pour son boulot, il va prendre des frais.
il va prendre des frais, alors ça dépend, hein. Bien souvent c'est à peu près 2%. Il va prendre des frais sur l'entrée, sur la sortie, pendant le bien, etc. Donc il faut savoir que ton rendement va être un petit peu mangé en partie par ces frais-là. Donc il faut aussi penser à les inclure. Et la dernière chose, et qui pour moi fait que pour l'instant, vraiment je te dis que ce type de projet est plutôt réservé à de la diversification et en gros un placement d'attente de ta trésorerie. Si tu en as assez, j'insiste là-dessus, pas si tu es court en trésorerie, il ne faut pas faire ça. C'est que tu ne peux pas capitaliser et utiliser le levier finalement. C'est du one shot. C'est voilà, je gagne un peu, je prends un billet. Mais tu n'utilises pas le levier bancaire comme on l'utilise, comme on fait nous les investisseurs rentables. Donc voilà pour ce petit point crowdfunding, parce que je sais qu'il y a pas mal d'investisseurs, ou en tout cas de débutants, qui voulaient y voir un peu plus clair sur déjà comment ça marche, quels sont les risques, quels sont les frais. Donc voilà pour ce point. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses, apporte ton pouce à l'édifice. On va se retrouver très bientôt pour de l'immobilier. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. A plus!